Je n'oublierai jamais l'odeur de cette gare ce jour-là. Un mélange de diesel froid, de café brûlé et de cette humidité particulière qui colle au mur de la gare de Lyon depuis des décennies. Maman pleurait, ses larmes se perdant dans les plis de son foulard beige. Amélie, ma petite fille de 8 ans, me serrait la jambe avec une force que je ne lui connaissais pas, comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau. Et Claire souriait à travers ses larmes en répétant « C'est fini, Pierre, le cauchemar est fini ». Mais personne n'a remarqué, personne n'a vu que l'homme qu'ils attendaient était resté là-bas, dans le sable brûlant de l'Afghanistan. J'ai souri, j'ai embrassé, j'ai dit les mots qu'ils voulaient entendre. Je suis rentré, tout va bien maintenant. Mais à l'intérieur, je flottais comme un fantôme dans ma propre vie. Chaque geste était mécanique, chaque parole pesée, calculée pour les rassurer. Parce que comment expliquer à sa famille que celui qui est revenu n'est qu'une coquille vide de celui qui était parti? Le trajet jusqu'à notre petit appartement de Belleville m'a semblé irréel. Paris défilait derrière la vitre de la voiture de Claire, mais je ne reconnaissais rien. Les couleurs étaient trop vives, les sons trop forts. Même le rire d'Amélie, ce rire cristallin que j'avais tant rêvé d'entendre pendant ces 18 mois d'absence, me paraissait étrange. Comme s'il venait d'un autre monde. « Papa, regarde, j'ai gardé tous tes dessins. » Amélie fouillait frénétiquement dans son sac à dos rose, celui avec les licornes qu'elle adorait. Elle en sortait des feuilles froissées, des coloriages, des lettres écrites en pattes de mouche. « Là, c'est toi, tu vois, avec ton uniforme. » Je regardais ce bonhomme bâton vert kaki qu'elle avait dessiné, avec un grand sourire et des yeux ronds. Ce n'était pas moi. Ce n'était plus moi depuis longtemps. C'est magnifique, ma puce. J'ai murmuré en caressant ses cheveux châtains. Ils avaient poussé, tout avait changé pendant mon absence. Elle, Claire, même l'appartement semblait différent. Chers auditeurs, avant de plonger plus profondément dans cette histoire bouleversante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos narrations exclusives. Chaque jour, nous vous apportons des histoires qui vous émouvront, vous feront réfléchir et vous toucheront au plus profond de votre âme. Laissez vos commentaires et partagez vos impressions sur cette histoire. Notre appartement au 3e étage sentait la vanille et le propre. Claire avait visiblement tout nettoyé, tout préparé pour mon retour. Des photos de nous trois trônaient sur la commode du salon, me rappelant qui j'étais censé être. Pierre Dubois, 34 ans, mécanicien automobile, père et mari aimant. Mais cet homme-là me semblait aussi étranger que les gens dans la rue. « J'ai préparé ton plat préféré », annonça Claire en nouant son tablier. « Bœuf bourguignon comme tu aimes, avec les petits oignons que tu... c'est parfait !» J'ai coupé, peut-être trop brusquement. Je l'ai vu se figer une seconde, surprise par mon ton. « Excuse-moi, je suis fatigué. » Le mensonge coulait si facilement. La fatigue, c'était l'excuse parfaite. Comment leur dire que je n'avais plus goût à rien, que même l'odeur de la cuisine me rappelait étrangement celle des rations militaires réchauffées sur un réchaud de fortune dans cette base perdue au milieu de nulle part. Amélie s'était installée sur le canapé, ses jambes se balançant dans le vide. Elle me regardait avec cette intensité particulière aux enfants, comme si elle essayait de mémoriser chaque détail de mon visage. « Papa, tu es triste ?» Sa question m'a frappé comme une gifle. Les enfants voient toujours ce que les adultes s'efforcent d'ignorer. Non, ma chérie, papa est juste différent. Les voyages, ça change les gens. Mais tu m'aimes toujours, hein? Cette question m'a brisé. Parce que la vérité, c'est que je ne savais plus. Je ne savais plus si j'étais encore capable d'aimer, si j'étais encore capable de ressentir quoi que ce soit d'autre que cette étrange anesthésie émotionnelle qui m'habitait depuis des mois. Bien sûr que je t'aime, j'ai répondu automatiquement, mais en moi résonnait une autre voix, celle qui me hantait. Comment peut-on aimer quand on est mort à l'intérieur? Le dîner s'est déroulé dans un semblant de normalité. Claire racontait les potins du quartier, les changements au travail, les progrès d'Amélie à l'école. Je hochais la tête, je souriais au bon moment, je posais les questions attendues. Mais j'étais spectateur de ma propre vie, comme si je regardais un film dans lequel j'aurais oublié mon rôle.
Et ton ami Marcel, tu sais, Marcel Durand du garage, il a demandé de tes nouvelles. Il dit que dès que tu veux, tu peux reprendre ton poste. Marcel, le garage, ma vie d'avant, tout ça me semblait si lointain, comme si ça appartenait à quelqu'un d'autre. Comment expliquer que l'homme qui réparait des moteurs n'existait plus, qu'il avait été remplacé par quelqu'un qui ne savait plus que démonter et remonter son fusil, qui ne savait plus que compter les heures jusqu'à la prochaine patrouille. On verra, j'ai murmuré. Cette nuit-là, allongé dans notre lit conjugal, que j'avais tant désiré retrouver, je fixais le plafond. Claire dormait contre moi. Sa respiration régulière me rappelait une époque où ce son m'apaisait. Maintenant, il m'empêchait de dormir. Tout m'empêchait de dormir. Parce que dès que je fermais les yeux, je les revoyais. Leur visage. Ahmed, mon binôme afghan qui traduisait pour nous. Julien, le petit breton de 20 ans qui collectionnait les cartes postales. Capitaine Moreau, qui nous racontait ses histoires de pêche pour nous faire rire pendant les longues soirées. Ils étaient tous morts. Et moi, j'étais là, dans ce lit douillet, vivant, mais vide. Le pire, c'est que personne ne pouvait comprendre. Comment expliquer qu'on peut survivre physiquement à l'enfer et mourir psychiquement dans le paradis? Comment dire à sa femme qu'on préférait presque la guerre, parce qu'au moins là-bas, la souffrance avait un sens? À 3 heures du matin, j'ai abandonné l'idée de dormir. Je me suis levé doucement pour ne pas réveiller Claire et je suis allé sur le balcon. Paris s'étendait devant moi, paisible et endormi. Les lumières de la tour Eiffel clignotaient au loin, ce spectacle que j'avais tant rêvé de revoir. Mais même cette beauté me laissait froid. J'ai allumé une cigarette, une habitude prise là-bas, et j'ai regardé la fumée se dissiper dans l'air nocturne. Quelque part dans cette ville, des familles dormaient tranquilles, protégées par des hommes comme moi qui étaient de partis se battre. Mais le prix à payer pour cette paix, personne ne voulait le connaître. Le plus dur, c'était de réaliser que ma famille était heureuse. Ils célébraient mon retour, ils planifiaient notre avenir, ils croyaient que tout allait redevenir comme avant. Et moi, je ne trouvais pas le courage de leur dire la vérité. L'homme qu'ils aimaient était mort dans le désert afghan. Celui qui était revenu n'était qu'un imposteur qui avait emprunté son visage et son nom. Au loin, les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre. Une nouvelle journée s'annonçait avec ses défis, ses sourires forcés, ses mensonges nécessaires. Je devais jouer le rôle du mari qui retrouve sa femme, du père qui retrouve sa fille, de l'homme qui retrouve sa vie. Mais au fond de moi, une question me hantait. Peut-on vraiment revenir de l'enfer? Ou est-ce qu'on ne fait que changer d'adresse en emportant l'enfer avec soi? Je jetai ma cigarette dans le vide et regardais les braises s'éteindre dans leur chute. Comme moi, elles disparaissaient dans l'obscurité, laissant derrière elles une traînée de lumière qui s'effaçait trop vite. Ma nouvelle vie commençait. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais moi, je savais déjà quel serait le plus grand combat de ma vie. Non pas contre un ennemi extérieur, mais contre le fantôme de celui que j'avais été. Et contrairement à la guerre, cette bataille-là, je n'étais pas sûr de pouvoir la gagner. Les premières semaines de mon retour se sont écoulées dans un brouillard étrange. Les gens me demandaient comment ça s'était passé là-bas. Je répondais toujours la même chose. On a survécu. Mais je ne disais jamais que chaque nuit, je revivais l'attaque. Que l'odeur de chair brûlée remontait avec la vapeur de mon café du matin. Que le rire d'Amélie me faisait parfois sursauter comme un coup de feu. Claire essayait de recréer notre ancienne intimité. Elle préparait mes plats préférés, achetait mes journaux habituels, parlait de nos projets d'avant comme si 18 mois de guerre n'avaient été qu'une parenthèse. Mais j'étais devenu allergique à cette normalité forcée. Chaque geste tendre me pesait, chaque attention me rappelait à quel point j'étais devenu étranger à ma propre existence. « Tu ne me touches plus », m'a-t-elle dit un soir, alors qu'elle se brossait les cheveux devant la coiffeuse. Sa voix était calme, mais je percevais la blessure dessous. Même quand tu m'embrasses, j'ai l'impression que tu n'es pas là. Comment lui expliquer? Comment dire à la femme qu'on aime, qu'on ne sait plus comment aimer? Que chaque caresse nous rappelle nos mains tachées de sang? Que l'intimité nous terrifie, parce qu'elle exige une vulnérabilité qu'on n'a plus le droit de s'offrir? J'ai besoin de temps, j'ai murmuré. Combien de temps, Pierre?
Ça fait 2 mois que tu es rentré. 2 mois que j'ai l'impression de vivre avec un fantôme. Un fantôme. Elle avait trouvé le mot juste sans le savoir. Le pire, c'était les repas de famille. Maman avait pris l'habitude de venir déjeuner le dimanche avec ma sœur Sylvie et ses enfants. Ils s'installaient autour de notre petite table, parlaient fort, riaient, se chamaillaient pour des broutilles. Une vraie famille française, chaleureuse et bruyante. Exactement ce dont j'avais rêvé là-bas. Mais maintenant, assis au milieu d'eux, je me sentais comme un intrus. Leurs conversations me parvenaient déformées, comme si j'écoutais à travers un mur épais. Ils parlaient de leurs petits problèmes quotidiens, les embouteillages, les collègues agaçants, les factures qui augmentent. Et moi, je ne trouvais rien à dire. Comment participer à ces préoccupations quand on a vu des enfants exploser sur des mines antipersonnelles? Pierre, tu nous écoutes? Sylvie me regardait avec cette expression inquiète que je commençais à reconnaître chez tout le monde. Je te demandais si tu allais reprendre le travail bientôt. Peut-être, j'ai répondu machinalement. Marcel du garage, il t'attend. Il dit que les clients demandent après toi. Tu étais le meilleur mécanicien du quartier. Le meilleur mécanicien du quartier. Cette identité me semblait appartenir à un autre homme, dans une autre vie. Comment leur expliquer qu'on ne peut pas réparer des moteurs quand on a les mains qui tremblent? Qu'on ne peut pas se concentrer sur des pannes de voiture quand le moindre bruit métallique vous renvoie au fracas des obus? Un jour, j'ai tenté de retourner au garage. Marcel m'avait accueilli avec son grand sourire, ses claques dans le dos, ses blagues grivoises habituelles. L'atelier sentait l'huile et le métal, exactement comme dans mes souvenirs. Les outils étaient rangés à leur place. Les voitures attendaient sagement leur réparation. Tout était familier et pourtant étranger. « Allez Pierre, montre-nous que tu n'as rien perdu. » Marcel m'avait désigné une Peugeot 307 qui refusait de démarrer. Un petit problème électrique, rien de sorcier pour toi. Je m'étais penché sous le capot, j'avais pris mes outils, mais au moment où la clé à molette avait glissé et tapé contre le métal, j'avais sursauté violemment. Le bruit, sec et métallique, m'avait instantanément ramené là-bas, dans cette embuscade où Julien avait pris une balle dans la tête. Le même bruit, exactement le même. « Ça va, Pierre, tu es tout pâle. » Je m'étais redressé trop vite, la tête qui tournait. Mes mains tremblaient et je transpirais malgré le froid de novembre. J'ai besoin d'air. Je n'ai jamais remis les pieds au garage. Les amis aussi devenaient un problème. Ils m'appelaient, m'invitaient, voulaient fêter mon retour. Ils avaient organisé une soirée surprise chez Antoine, mon copain d'enfance. Ils avaient même commandé un gâteau avec marqué « Bienvenue à la maison, Pierre » dessus. Ils étaient tous là, les amis du lycée, les anciens du foot, les voisins. Tout le monde parlait en même temps. Tout le monde voulait trinquer avec le héros revenu de la guerre. Ils me posaient des questions sur l'Afghanistan. Ils voulaient des anecdotes, des histoires d'action. Comme si la guerre était un film d'aventure dont je pouvais raconter les meilleurs passages. « Allez Pierre, raconte-nous, comment c'était vraiment? Tu as tiré sur des talibans? Tu as eu peur? Paraît que vous dormiez dans le désert. » Ça devait être l'aventure. L'aventure. Ils appelaient ça l'aventure. Cette naïveté me faisait mal. Comment leur expliquer que la guerre ce n'est pas Tom Cruise dans Top Gun, que c'est surtout de l'ennui, de la peur, de la crasse, et puis soudain une violence absolue qui vous marque à vie? J'ai bu, beaucoup. L'alcool anesthésiait temporairement cette sensation d'être un étranger dans ma propre vie. Vers minuit, complètement saoul, j'ai explosé. Vous voulez savoir comment c'était? Vous voulez vraiment savoir? Ma voix portait dans le silence soudain. C'était des enfants qui sautent sur des mines. C'était des copains qui meurent dans tes bras en appelant leur mère. C'était pisser de trouille avant chaque patrouille. Voilà comment c'était, bordel. Le silence était tombé comme une chape de plomb. Tout le monde me regardait, certains choqués, d'autres gênés. Claire était venue me prendre par le bras. Pierre, on rentre à la maison. On n'a plus jamais été invité nulle part. À la maison aussi, l'atmosphère se dégradait. Amélie avait commencé à marcher sur la pointe des pieds quand j'étais là. Elle baissait la voix, évitait de claquer les portes, me regardait avec ses grands yeux inquiets.
Une petite fille de 8 ans qui faisait attention à ne pas déranger son père. C'était inacceptable. Pourquoi papa il ne sourit plus? Je l'avais entendu demander à Claire un soir. Papa est fatigué, ma chérie. Il a vécu des choses difficiles. Il faut lui laisser du temps. Du temps. Toujours cette excuse. Mais combien de temps faut-il pour apprendre à revivre? Combien de temps pour réapprendre à être père, mari, homme normal? Et surtout, est-ce que c'était seulement possible? Les nuits étaient le pire moment. Allongé dans le noir, j'écoutais Paris dormir, et je repensais à mes compagnons morts. Je me demandais pourquoi eux et pas moi. Pourquoi j'avais eu cette chance maudite de rentrer? Julien n'avait que 20 ans. Il voulait devenir instituteur. Il adorait les enfants. Ahmed avait 5 fils qui l'attendaient. Le capitaine Moreau était proche de la retraite. Il rêvait d'acheter un petit bateau pour pêcher en Bretagne. Eux étaient morts pour la France, pour la liberté, pour des idéaux nobles. Et moi, le survivant, je n'arrivais même plus à aimer ma propre famille. Quelle justice y avait-il là-dedans? J'ai commencé à boire en cachette. Une bouteille de whisky planquée dans la cave, des petites gorgées qui m'aidaient à supporter la journée. Claire ne s'est aperçue de rien au début. Ou alors, elle faisait semblant de ne pas voir, espérant que ça passerait tout seul. Un soir, alors qu'Amélie faisait ses devoirs sur la table de la cuisine, elle m'a montré un dessin qu'elle avait fait à l'école. « Regarde papa, c'est nous ». Sur le papier, il y avait une maison, un soleil jaune et 3 bonshommes qui se tenaient par la main. Papa, maman et la petite fille. Tous souriaient. Le papa du dessin avait les bras grands ouverts et des yeux heureux. Il est très beau, ma puce. La maîtresse a dit qu'on devait dessiner sa famille. Moi, j'ai dessiné comme avant quand tu partais au travail en sifflant. Tu te rappelles? Tu sifflais toujours la même chanson. Je ne me rappelais pas. J'avais l'impression qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis mon retour. Des larmes silencieuses, amères, qui coulaient sans que je puisse les arrêter. J'ai pleuré sur l'homme que j'avais été et que je ne serai plus jamais. J'ai pleuré sur ma fille qui me dessinait encore en souriant alors que je n'avais plus souri une seule fois depuis des mois. J'ai pleuré sur Claire qui s'épuisait à essayer de me sauver. Mais surtout, j'ai pleuré sur mes compagnons morts parce que j'avais l'impression de gâcher la vie qu'ils n'auraient jamais. Cela s'est passé un jeudi soir de décembre. Le froid mordant de l'hiver parisien s'infiltrait par les fenêtres mal isolées de notre appartement. Claire travaillait tard à l'hôpital où elle était infirmière et Amélie avait fini ses devoirs depuis longtemps. Elle regardait un dessin animé dans le salon pendant que je fixais le plafond de notre chambre, incapable de trouver le sommeil comme d'habitude. Vers 2 heures du matin, l'épuisement a enfin eu raison de moi. Je me suis endormi, mais ce n'était pas le repos paisible que ma famille espérait. C'était une plongée directe dans mes cauchemars les plus récurrents. Je rêvais de cette patrouille maudite du 15 septembre. Nous étions 6 dans la Jeep, roulant sur cette route poussiéreuse qui serpentait entre les collines afghanes. Le soleil tapait fort, l'air était sec et chargé de tension. Julien conduisait. Ahmed était à côté de lui pour guider. Le capitaine Moreau vérifiait sa carte. Derrière, nous étions 3, Bertrand, Thomas et moi. Dans mon rêve, tout se répétait exactement comme ce jour-là. Le silence oppressant, seulement brisé par le ronronnement du moteur et les grésillements de la radio. Cette sensation d'être observé, épié par des yeux invisibles cachés dans les rochers. Et puis soudain, l'explosion. L'IED, engin explosif improvisé, avait sauté juste sous la roue avant droite. Le monde avait basculé dans un chaos de métal tordu, de flammes et de cris. Julien avait été éjecté, sa tête avait heurté une pierre. Ahmed était coincé sous le capot retourné, du sang coulait de sa bouche. Le capitaine Moreau criait des ordres que personne ne pouvait plus entendre. Dans mon rêve, comme dans la réalité, j'entendais les tirs. Les talibans nous avaient tendu une embuscade parfaite. Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes, se fichaient dans le sable avec des bruits sourds. Il fallait riposter, il fallait sauver les blessés, il fallait appeler des renforts. « Pierre, prends ta position, couvre Ahmed !» La voix du capitaine résonnait dans ma tête comme un écho lointain. Je me redressai,
mon fusil à la main, et je commençais à tirer. Ratatatata. Le bruit sec et répétitif de mon FAMAS, l'odeur de la poudre, l'adrénaline qui transformait la peur en rage pure. Mais dans mon rêve, tout se mélangeait. Les visages des talibans se transformaient en visages d'amis. Les rochers afghans devenaient les murs de mon appartement parisien. Je tirais, je criais, je donnais des ordres, mais l'ennemi était partout. À couvert, ils arrivent par la droite. C'est ma propre voix qui m'a réveillé. Je hurlais des ordres militaires, assis dans mon lit, le corps couvert de sueur froide. Mes mains cherchaient instinctivement mon arme, mes yeux scrutaient l'obscurité, à la recherche de l'ennemi. Mais il n'y avait pas d'ennemi. Il n'y avait qu'une petite silhouette dans l'encadrement de la porte, figée par la terreur. Papa? Amélie était là, en pyjama rose, ses cheveux ébouriffés par le sommeil. Elle me regardait avec des yeux immenses, remplis d'une peur que je ne lui avais jamais vue. Ses petites mains tremblaient, agrippées à son doudou, un lapin en peluche usé qu'elle traînait partout depuis qu'elle était bébé. Papa, tu m'as fait peur. La réalité m'a frappé comme une gifle. J'étais dans ma chambre, à Paris, loin de l'Afghanistan. Il n'y avait pas de talibans, pas d'embuscade, pas de guerre. Il n'y avait que ma petite fille terrorisée par son propre père. Mais mon corps ne l'avait pas encore compris. Mon instinct de survie était encore en mode combat. Quand j'ai vu cette silhouette dans l'obscurité, une partie primitive de mon cerveau a cru que c'était l'ennemi. Mes muscles se sont tendus, mes poings se sont serrés, et pendant une fraction de seconde atroce, j'ai eu envie de bondir. « Reste où tu es !» j'ai crié, d'une voix que je ne reconnaissais pas, une voix dure, militaire, pleine d'une autorité brutale. Amélie a reculé d'un pas, les larmes aux yeux. Son doudou est tombé par terre. Elle tremblait maintenant, comme un petit animal pris au piège. « Papa, c'est moi, c'est Amélie. » Sa voix brisée m'a ramené à la réalité d'un coup sec. J'ai cligné des yeux, j'ai respiré profondément, j'ai essayé de rassembler les morceaux éparpillés de ma conscience. Ma fille, c'était ma fille, ma petite Amélie qui venait voir pourquoi papa criait. Amélie. Ma voix s'est adoucie, mais elle était encore rauque, encore chargée de cette violence qui m'habitait. Pardonne-moi, ma puce. Papa faisait un cauchemar. Elle n'a pas bougé. Elle restait là, dans l'encadrement de la porte, à me regarder comme si j'étais devenu un étranger. Pire, comme si j'étais devenu dangereux. Tu m'as crié dessus, a-t-elle murmuré. Tu avais l'air méchant. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Méchant. Ma propre fille pensait que j'étais méchant. Et elle n'avait pas tort. À cet instant, j'avais été méchant. J'avais été ce monstre que la guerre avait créé en moi. Cette bête sauvage qui ne savait que se battre et survivre. Viens là, ma chérie. J'ai tendu les bras vers elle. Mais elle a encore reculé. Pour la première fois de sa vie, Amélie avait peur de son père. Cette peur dans ses yeux m'a fait plus mal que toutes les blessures que j'avais reçues en Afghanistan. Je ne vais pas te faire de mal, j'ai dit doucement. Papa ne te fera jamais de mal. Jamais. Mais les mots sonnaient creux. Comment promettre quelque chose quand on ne contrôle plus ses propres réactions? Comment garantir la sécurité de sa fille quand on ne peut pas garantir sa propre stabilité mentale? Claire est arrivée à ce moment-là, alertée par les cris. Elle a d'abord vu Amélie dans le couloir, puis moi assis sur le lit, encore sous le choc. Son regard d'infirmière a tout de suite évalué la situation. Le père en pleine crise post-traumatique, l'enfant traumatisé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Papa a crié fort », a dit Amélie en se jetant dans les bras de sa mère. Il avait l'air très en colère. Claire m'a regardé par-dessus la tête de notre fille. Dans ses yeux, j'ai lu autre chose que de l'inquiétude. J'y ai lu une question terrible. « Es-tu dangereux pour notre enfant ?»« J'ai fait un cauchemar ?» J'ai expliqué, la voix encore tremblante. Je me suis réveillé en sursaut et quand j'ai vu Amélie dans l'obscurité. Mon réflexe militaire a pris le dessus. Ton réflexe militaire. La voix de Claire était froide, contrôlée. Tu as crié sur ta fille comme si c'était une recrue. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je pensais que... Tu pensais que quoi, Pierre? Que des talibans avaient envahi notre appartement? Son sarcasme me faisait mal, mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Elle avait raison.
J'avais perdu le contrôle, j'avais terrorisé ma propre fille. J'étais devenu exactement ce que je ne voulais pas être, un danger pour ma famille. « Amélie, va te coucher, ma chérie », a dit Claire d'une voix douce. « Papa va mieux maintenant. » Notre fille m'a regardé une dernière fois avant de partir. Dans ce regard, il n'y avait plus l'adoration qu'elle avait toujours eue pour moi. Il y avait de la méfiance, de la peur, et peut-être quelque chose de pire, de la déception. Quand nous avons été seuls, Claire s'est assise sur le bord du lit. Elle ne m'a pas touché, ne s'est pas rapprochée. L'espace entre nous semblait immense. « Pierre, ça ne peut plus continuer comme ça. »« Je sais. Non, je ne crois pas que tu saches. Tu viens de crier sur ta fille comme si elle était ton ennemie. Elle va avoir des cauchemars maintenant, à cause de toi. » Chaque mot était un coup de poignard. Mais elle avait raison. J'avais contaminé ma propre famille avec ma folie de guerre. J'avais apporté l'Afghanistan dans notre foyer. J'avais transformé notre refuge en champ de bataille. Il faut que tu voies quelqu'un, un psychiatre, un psychologue, n'importe qui. Mais tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Et si ça ne marche pas, alors il faudra qu'on se sépare. Les mots sont tombés comme une sentence. Se séparer. Perdre ma famille après avoir perdu mes compagnons d'armes. Être complètement seul avec mes démons. Claire. Non, Pierre. Tu dois choisir. Soit tu te soignes, soit tu nous perds. Je ne laisserai pas ma fille grandir dans la peur de son propre père. Cette nuit-là, pour la première fois depuis mon retour, j'ai réalisé l'ampleur des dégâts. Je n'avais pas seulement ramené la guerre dans ma tête, je l'avais ramenée dans ma maison, dans la vie de ceux que j'aimais le plus au monde. J'étais devenu le monstre contre lequel j'étais parti me battre. Et le pire, c'est que je ne savais pas comment le tuer sans me tuer moi-même. Dans le couloir, j'entendais Claire bercer Amélie qui pleurait encore. Ma femme chantonnait une berceuse douce, essayant d'effacer la peur que j'avais semée dans le cœur de notre fille. J'ai compris cette nuit-là que parfois, revenir de la guerre est plus difficile que d'y mourir. Parce que mourir, c'est fini d'un coup. Mais revivre, c'est un combat de chaque instant. Et je n'étais plus sûr d'avoir la force de le mener. J'ai essayé de vivre, vraiment essayé. Après cette nuit où j'avais terrorisé ma propre fille, j'avais promis à Claire que je ferais des efforts. J'avais pris rendez-vous avec le docteur Le Breton, un psychiatre spécialisé dans les traumatismes de guerre au Val-de-Grâce. J'avais accepté de prendre des médicaments. J'avais même tenté de retourner travailler dans une autre garage, celui de Philippe, un ami de Marcel qui m'avait proposé quelques heures par semaine. Mais à chaque sourire que je forçais, à chaque rire que je simulais, à chaque geste normal que j'accomplissais, un compagnon mort me regardait dans les yeux et me demandait « Pourquoi toi et pas moi ?» Le docteur Le Breton était un homme patient, dans la cinquantaine, aux cheveux grisonnants et aux lunettes qui glissaient constamment sur son nez. Son bureau sentait le cuir et les livres anciens. Il avait une voix douce, rassurante et cette façon particulière d'écouter qui vous donne envie de tout raconter. Pierre, décrivez-moi ce que vous ressentez quand vous pensez à vos compagnons morts. De la culpabilité. Quel genre de culpabilité? Pourquoi eux et pas moi? Julien n'avait que 20 ans. Il venait de décrocher son concours pour devenir instituteur. Il me parlait tout le temps des enfants qu'il voulait avoir, de l'école qu'il rêvait de diriger un jour. Ahmed traduisait pour nous. Il risquait sa vie chaque jour pour aider l'armée française. Il avait 5 fils qui l'attendaient à Kaboul. Le capitaine Moreau était proche de la retraite. Il collectionnait les photos de bateaux de pêche. Il voulait s'installer en Bretagne. Et vous, qu'est-ce que vous aviez à offrir? La question m'avait pris de court. Qu'est-ce que j'avais à offrir? J'étais mécanicien. Je réparais des voitures. Je n'avais pas d'ambition noble comme Julien, pas de famille nombreuse comme Ahmed, pas de rêve romantique comme le capitaine. J'étais juste ordinaire. Je ne sais pas, rien de spécial. Vous avez une fille qui vous aime, une femme qui vous attend, une mère qui s'inquiète pour vous. Ce n'est pas rien, Pierre, mais c'était justement le problème. Je les avais, mais je n'arrivais plus à les aimer en retour. Comment accepter ce bonheur quand des hommes meilleurs que moi pourrissaient dans la terre afghane? Les séances se succédaient, 2 fois par semaine.
le docteur Le Breton me parlait de culpabilité du survivant, de stress post-traumatique, de restructuration cognitive. Il m'expliquait que mes réactions étaient normales, que beaucoup de soldats vivaient la même chose, que ça pouvait se soigner. Mais les mots ne changeaient rien à ce vide en moi. Cette anesthésie émotionnelle qui m'empêchait de ressentir quoi que ce soit de positif. Je prenais mes cachets, des antidépresseurs et des anxiolytiques, mais ils ne faisaient que m'engourdir davantage. À la maison, l'atmosphère était devenue pesante. Amélie m'évitait. Quand elle me croisait dans le couloir, elle baissait les yeux et accélérait le pas. Elle ne me demandait plus de l'aider pour ses devoirs, ne me racontait plus ses journées d'école. Le soir, quand je rentrais du garage de Philippe, elle était déjà dans sa chambre. « Elle a peur de moi », j'avais dit à Claire un soir. « Elle ne comprend pas. Un jour, tu es son papa qui lui manquait. Le lendemain, tu lui cries dessus comme si elle était ton ennemie. Elle ne sait plus à quoi s'attendre. Et toi ?» Claire avait pris le temps de réfléchir avant de répondre. « Moi non plus, je ne sais plus. Au garage de Philippe, les choses ne se passaient pas mieux. Philippe était gentil et compréhensif. Il me donnait des réparations simples, ne me mettait pas de pression. Mais j'avais l'impression d'être un invalide qu'on plaignait. Les autres mécaniciens me regardaient bizarrement quand je sursautais au bruit d'un outil qui tombait, quand je me figeais au passage d'un hélicoptère au-dessus du garage. Un jour, j'étais en train de changer les plaquettes de frein d'une Renault quand j'ai entendu un bruit sec derrière moi. Juste le compresseur qui s'éteignait automatiquement, mais pour moi, ça ressemblait à un coup de feu. Je me suis retourné brusquement, la clé anglaise à la main, prêt à me battre. « Ça va, Pierre ?» Stéphane, un jeune apprenti, me regardait avec des yeux inquiets. « Oui, fausse alerte. » Mais mes mains tremblaient et j'ai mis un quart d'heure à me calmer complètement. Comment expliquer à un gamin de 18 ans qu'un simple bruit peut vous renvoyer instantanément en enfer ? J'ai commencé à boire plus sérieusement. D'abord juste le soir, pour m'endormir. Puis l'après-midi, pour supporter le regard des autres. Puis le matin, pour avoir le courage de me lever. L'alcool était mon seul ami fidèle, le seul qui ne me posait pas de questions, ne me jugeait pas, ne me demandait pas d'aller mieux. Claire s'en est aperçue, évidemment. Les bouteilles vides que je cachais mal, l'odeur dans mes vêtements, mes yeux rouges le matin. « Pierre, tu bois trop. »« Non, je bois juste assez. »« Assez pourquoi ? » ?»« Assez pour supporter d'être vivant quand je devrais être mort. » Cette phrase l'avait glacée. Elle s'était assise en face de moi à la table de la cuisine, avait pris mes mains dans les siennes. « Ne dis jamais ça. Jamais. Pourquoi ? C'est la vérité. Julien méritait de vivre plus que moi. Ahmed aussi. Le capitaine aussi. Moi, je ne suis qu'un raté qui n'arrive même pas à réparer des voitures sans trembler. Tu es le père de ma fille. Tu es mon mari. Tu es le fils de ta mère. Tu comptes pour nous. Vous seriez mieux sans moi. Comment peux-tu dire ça? Regardez-vous. Vous marchez sur des œufs depuis que je suis rentré. Amélie a peur de son propre père. Toi, tu pleures la nuit en pensant que je ne t'entends pas. Ma mère fait semblant que tout va bien, mais elle a vieilli de 10 ans en 6 mois. Je vous empoisonne tous. C'était la vérité. Brutale, douloureuse, mais vraie. Ma famille se détruisait à petit feu en essayant de me sauver. Un soir, j'étais dans un bar près de République. Un petit troquet sombre, où personne ne me connaissait, où je pouvais boire tranquille, sans voir la pitié dans les regards. Il devait être 11 heures, j'avais déjà descendu 4 whisky. Ma tête tournait agréablement, les contours de la réalité s'estompaient. Un homme s'est assis à côté de moi au comptoir. La quarantaine, l'air fatigué, une barbe de 3 jours. Il a commandé un bourbon et m'a regardé. « T'as l'air d'avoir morflé, mon vieux. » On peut dire ça. « Afghanistan ?» J'ai levé les yeux, surpris. « Comment tu sais ?»« Ça se voit, j'y étais aussi. 2008-2009. RICM. Le régiment d'infanterie char de marine. Un régiment qui avait laissé des plumes là-bas. Et Pierre Dubois. 2e répé. Marc Fontaine. On a trinqué silencieusement. 2 fantômes qui se reconnaissaient. « Ça fait combien de temps que t'es rentré ?» m'a demandé Marc. 6 mois. Et toi? 3 ans? Ça va mieux? Il a ri amèrement. Regarde-moi. Divorcé, au chômage, alcoolique. Tu crois que ça va mieux?
Sa franchise m'a fait du bien. Enfin quelqu'un qui ne me mentait pas, qui ne me disait pas que tout allait s'arranger. « Oh, ils sont morts pour rien !» a-t-il ajouté en fixant son verre. « Qui ? Nos potes, les Afghans qu'on protégeait, tous. Les talibans ont repris le pays. 20 ans de guerre pour rien. J'ai pensé à Julien, à Ahmed, au capitaine Moreau. Mort pour rien. Cette idée était encore pire que la culpabilité du survivant. « Comment tu fais pour continuer ?» j'ai demandé. « Je continue pas. Je survis. C'est différent. Et ta famille ? Ex-famille. Ma femme n'a pas supporté mes crises. Mon fils de 12 ans me regarde comme si j'étais un monstre. On a bu encore, en silence, 2 épaves qui partageaient leur naufrage. Tu sais ce qui me tue le plus ? A repris Marc. C'est que personne comprend. Ils pensent qu'on devrait être content d'être rentré vivant. Ils pigent pas qu'on peut être vivant et mort en même temps. Vivant et mort en même temps. Il avait trouvé les mots justes. Cette nuit-là, je suis rentré complètement saoul. Claire m'attendait dans le salon, assise dans le fauteuil, les bras croisés. « Il est 2 heures du matin, Pierre. Je sais lire l'heure. Où tu étais ? Avec un copain. Un vrai copain cette fois. Pas quelqu'un qui fait semblant de comprendre. Pierre, regarde-toi, tu te détruis. Et alors ? C'est ma vie. C'est notre vie. La mienne, celle d'Amélie. Tu n'as pas le droit de nous faire ça. Et vous faire quoi ? Vous montrer qui je suis vraiment. Un zombie qui marche et qui parle mais qui est mort à l'intérieur ? Elle s'est mise à pleurer. Pas des larmes de colère, des larmes de désespoir. Je ne sais plus quoi faire, Pierre. Je ne sais plus comment t'aider. Tu peux pas m'aider. Personne peut m'aider. Les morts, on peut pas les ressusciter. Je suis allé me coucher, laissant ma femme pleurer dans le salon. En m'allongeant, j'ai pensé à Marc, à sa solitude, à sa déchéance. Dans 3 ans, c'est ça que je serai. Un ivrogne divorcé qui hante les bars en parlant de l'Afghanistan. Mes compagnons morts me regardèrent du plafond, silencieux et accusateurs. Ils attendaient que je les rejoigne. Et de plus en plus, cette idée ne me faisait plus peur. Elle me soulageait. Le jour où j'ai ouvert cette boîte, il pleuvait sur Paris. Une de ces pluies grises et persistantes de février qui transforment la ville en aquarelle délavée. Claire était partie travailler à l'hôpital pour une garde de nuit. Amélie dormait chez ma mère, arrangement qui se répétait de plus en plus souvent ces derniers temps. J'étais seul dans l'appartement, avec mes démons et une bouteille de whisky entamée depuis midi. L'alcool avait cette façon particulière de faire remonter les souvenirs. Plus je buvais, plus les visages de mes compagnons morts devenaient nets, plus leur voix résonnait clairement dans ma tête. Ce soir-là, ils étaient particulièrement bavards. « Pierre, tu nous as oubliés ?» me demandait Julien avec son sourire de gamin breton. « Raconte-nous ta belle vie parisienne », ajoutait Ahmed avec son accent afghan teinté de sarcasme. « Tu profites bien de ta chance, n'est-ce pas, mon garçon ?» murmurait le capitaine Moreau, ses yeux bleus plantés dans les miens. J'ai vidé mon verre d'un trait et je me suis dirigé vers le placard de l'entrée. Tout au fond, caché derrière les manteaux d'hiver, il y avait cette boîte en métal que j'avais rapportée d'Afghanistan. Claire savait qu'elle existait, mais nous avions un accord tacite. Elle ne me posait pas de questions, et moi, je n'en parlais jamais. Cette boîte, c'était ma crypte personnelle, mon mausolée portable. Je l'ai sortie avec des gestes lents, presque rituels. Elle était plus lourde que dans mes souvenirs, comme si le temps avait ajouté du poids aux objets qu'elle contenait. Le métal était terni, marqué par quelques coupes et rayures. Une boîte militaire standard, imperméable, indestructible, comme nous étions censés l'être. J'ai posé la boîte sur la table basse du salon et j'ai observé le cadenas. Je connaissais la combinaison par cœur. 1509, le 15 septembre, le jour où tout avait basculé, le jour où j'avais cessé d'être vraiment vivant. Mes doigts tremblaient en composant les chiffres. L'alcool peut-être, ou l'anticipation, ou la peur de ce que j'allais trouver à l'intérieur. Le clic du cadenas qui s'ouvre a résonné dans le silence de l'appartement comme un coup de feu. La boîte s'est ouverte sur un chaos organisé de souvenirs. Tout d'abord, l'odeur. Cette odeur de poussière afghane, de sueur séchée, de métal et de quelque chose d'autre que je préférais ne pas identifier. Puis les objets, un par un, comme des pièces à conviction d'un procès que je n'arriverai jamais à oublier.
Les photos d'abord. Des dizaines de photos prises avec nos appareils numériques ou nos téléphones quand on captait du réseau, nous souriant devant notre base de fortune. Julien faisant le pitre avec son casque trop grand. Ahmed expliquant quelque chose, avec ses grands gestes expressifs. Le capitaine Moreau montrant fièrement une truite qu'il avait pêchée dans un ruisseau près de Kaboul. Mais il y avait aussi les autres photos, celles qu'on ne montre jamais aux familles. Les visages fermés pendant les patrouilles. Les regards vides après les accrochages. Les corps allongés sous les bâches après l'embuscade. J'ai pris une gorgée de whisky et j'ai continué à fouiller. Les lettres ensuite. Des lettres jamais envoyées, écrites dans des moments de cafard ou de rage. Des lettres d'adieu rédigées avant les missions dangereuses, au cas où. Une lettre de Julien à sa mère, qu'il n'avait jamais eu le courage de poster. Elle commençait par « Maman, si tu lis ça, c'est que je ne rentrerai pas. » Je l'avais gardée, incapable de la donner à sa famille, incapable de la jeter. Une lettre d'Ahmed aussi, écrite en français approximatif, adressée à ses 5 fils. Il leur expliquait pourquoi il travaillait avec les Français, pourquoi il risquait sa vie chaque jour. « Pour que vous ayez un Afghanistan libre et en paix », écrivait-il. Cette paix qu'il ne verrait jamais. Au fond de la boîte, enroulé dans un morceau de tissu militaire, il y avait le carnet du capitaine Moreau. Son journal de bord personnel dans lequel il notait tout. Les incidents, les pertes, les victoires dérisoires, les doutes. La dernière entrée était datée du 14 septembre, la veille de l'embuscade. Demain, patrouille de reconnaissance vers le village de Kapadjan. J'ai un mauvais pressentiment. Les renseignements parlent d'activités talibanes dans la zone, mais on n'a pas le choix. Il faut y aller. Il le savait. Il savait qu'on allait dans un piège, et il nous y avait menés quand même. Parce que c'était son devoir, parce que c'était la mission. J'ai bu encore, beaucoup. La bouteille se vidait rapidement. Mais la douleur ne s'atténuait pas. Au contraire, elle devenait plus aiguë, plus précise, comme un scalpel qui ouvrirait des plaies mal cicatrisées. Au milieu des photos, il y en avait une qui me faisait particulièrement mal. Nous étions tous les 6 dans la Jeep le matin du 15 septembre. Quelqu'un, je ne me rappelais plus qui, avait eu l'idée de faire une photo souvenir avant de partir. On souriait tous, même si on sentait la tension. Julien avait passé son bras autour de mes épaules. Ahmed faisait un signe de victoire. Le capitaine Moreau regardait l'objectif avec cette expression paternelle qu'il avait toujours avec nous. 2 heures plus tard, la plupart d'entre eux étaient morts. J'ai posé la photo contre la bouteille de whisky et j'ai observé ces visages qui me hantaient. Pourquoi moi? Pourquoi j'étais le seul à être rentré entier? Enfin, entier, physiquement, parce que, mentalement, j'étais aussi mort qu'eux. « Tu nous as trahis », murmurait leur voix dans ma tête éméchée. « Tu vis notre vie à notre place », ajoutait Julien. « Tu gâches la chance qu'on n'aura jamais », renchérissait Ahmed. « Tu déshonores notre sacrifice », concluait le capitaine. J'ai vidé le fond de la bouteille et j'ai éclaté en sanglots. Des pleurs d'hommes saouls, rageurs et désespérés. Je pleurais sur eux, sur moi, sur cette guerre de merde qui nous avait tous tués d'une façon ou d'une autre. Je pleurais sur ma famille que j'étais en train de détruire, sur ma fille qui avait peur de moi, sur ma femme qui s'épuisait à essayer de me sauver. Dans ma vision troublée par l'alcool et les larmes, les objets de la boîte semblaient bouger, prendre vie. Les photos se transformaient en fenêtres ouvertes sur le passé. J'entendais à nouveau le bruit du moteur de la Jeep, le souffle du vent afghan, les rires de mes compagnons. Et puis, soudain, j'ai entendu l'explosion. Boum! Le bruit était si réel, si présent, que j'ai sursauté violemment, renversant la bouteille vide, mais ce n'était qu'un roulement de tonnerre. L'orage éclatait sur Paris, exactement comme il avait éclaté sur l'Afghanistan ce jour maudit. J'étais là, seul dans mon salon parisien, au milieu des souvenirs éparpillés de mes compagnons morts, et pour la première fois depuis mon retour, j'ai pensé sérieusement au suicide. Pas comme une idée floue, un fantasme de faible. Non, comme une solution concrète, logique, nécessaire. Je pourrais rejoindre mes copains, je pourrais arrêter de porter leur poids sur mes épaules, je pourrais libérer ma famille de ce fardeau que j'étais devenu. J'ai regardé autour de moi, évaluant les possibilités.
L'armoire à pharmacie était pleine des médicaments prescrits par le docteur Le Breton. Le balcon était au 3e étage, assez haut. Il y avait des couteaux dans la cuisine. « Vas-y », me soufflaient les voix de mes compagnons morts. « Rejoins-nous, c'est ta place. » J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé le soulagement. Plus de cauchemars, plus de culpabilité, plus de regards inquiets de Claire, plus de peur dans les yeux d'Amélie. La paix, enfin. Mais au moment où j'allais me lever, ma main a touché quelque chose au fond de la boîte. Un petit objet que j'avais oublié, caché sous les autres souvenirs. C'était une figurine de soldat en plastique. Pas un jouet militaire sophistiqué, juste un petit bonhomme vert kaki grossièrement moulé, du genre qu'on trouve dans les paquets de bonbons. Julien l'avait trouvé dans les affaires d'un gamin afghan, dans un village qu'on protégeait. Le gosse était mort dans un attentat suicide quelques jours plus tard. « Il nous ressemble », avait dit Julien en montrant la figurine. Petit, tout vert et un peu ridicule. Il l'avait gardée comme porte-bonheur. Elle était dans sa poche quand il était mort. Je tenais cette figurine dans ma main tremblante, et soudain, j'ai entendu la voix de Julien. Pas la voix accusatrice de mes hallucinations alcoolisées, mais sa vraie voix, celle de mes souvenirs les plus précieux. « Pierre, tu te rappelles ce qu'on se disait ? Si l'un de nous ne revenait pas, l'autre devait vivre pour deux. Vivre vraiment, pas juste survivre. » J'avais oublié. Dans ma culpabilité et ma douleur, j'avais oublié cette promesse qu'on s'était faite. Vivre pour ceux qui ne pourraient plus le faire. J'ai regardé la photo où nous sourions tous dans la Jeep. Ils ne me demandaient pas de mourir pour les rejoindre. Ils me demandaient de vivre pour les honorer. Mais comment ? Comment fait-on pour vivre quand on est mort à l'intérieur ? Comment retrouve-t-on le goût de la vie quand tout vous semble vide et absurde ? L'orage grondait toujours dehors et la pluie battait contre les vitres. J'ai remis tous les objets dans la boîte, sauf la petite figurine de soldat que j'ai gardée dans ma main. Cette nuit-là, j'ai touché le fond. Mais parfois, il faut toucher le fond pour avoir la force de remonter à la surface. J'ai pensé à ma fille, à ses dessins où elle me représentait souriant. J'ai pensé à Claire qui se battait chaque jour pour nous sauver. J'ai pensé à ma mère qui faisait semblant que tout allait bien. Et j'ai pensé à Julien, Ahmed et le capitaine Moreau qui ne reverraient jamais leur famille. J'ai serré la figurine dans mon poing fermé et j'ai pris une décision. Je n'allais pas mourir cette nuit. Pas encore. J'allais essayer une dernière fois de me battre. Pas pour moi, j'en étais incapable. Mais pour eux. Pour tous ceux qui comptaient sur moi et que je décevais chaque jour, la guerre en Afghanistan était finie. Mais la guerre pour reconquérir ma vie ne faisait que commencer. Le réveil a été brutal. J'ai ouvert les yeux vers midi, la tête éclatée, la bouche pâteuse, allongé par terre dans le salon au milieu des souvenirs éparpillés. La boîte métallique était encore ouverte. Mes compagnons morts me regardaient depuis leurs photos jaunies. Mais quelque chose avait changé. Dans ma main fermée, je serrais encore la petite figurine de soldat de Julien. La gueule de bois était terrible, mais ce n'était rien comparé à la honte qui m'envahissait. J'avais failli tout abandonner. J'avais failli prendre la solution de facilité, celle qui aurait détruit définitivement Claire et Amélie. Ma fille aurait grandi en se demandant pourquoi son père avait préféré mourir plutôt que de vivre avec elle. Cette pensée m'a donné la nausée. Pas l'alcool, la nausée de mes propres lâchetés. J'ai rangé tous les objets dans la boîte, sauf la figurine que j'ai glissée dans ma poche. Puis j'ai pris une douche froide qui m'a fait grimacer, mais m'a rendu plus lucide. Face au miroir de la salle de bain, j'ai observé cet homme que j'étais devenu, maigre, les traits tirés, les yeux cernés, une barbe de plusieurs jours. Un fantôme qui jouait à être vivant. « Tu vas t'en sortir », j'ai murmuré à mon reflet. « Pas pour toi, pour eux. » Claire est rentrée de l'hôpital vers 14 heures. Elle m'a trouvé dans la cuisine, en train de boire un café noir et de grignoter des biscottes. Son regard a d'abord balayé le salon. Elle cherchait des indices de ma soirée solitaire. Les verres vides, la bouteille, les traces de mes excès. « Tu as encore bu hier soir », a-t-elle constaté sans m'accuser. Sa voix était fatiguée, résignée. « Oui, beaucoup. » Et j'ai ouvert la boîte. Elle s'est figée. Nous n'avions jamais parlé explicitement de cette boîte,
Mais elle savait qu'elle contenait mes démons les plus intimes. Comment tu te sens? Comme quelqu'un qui a touché le fond et qui a décidé de remonter. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux, prudente, fragile, mais réelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai pensé à... Je n'arrivais pas à prononcer le mot. J'ai pensé à vous rejoindre. Eux, mes compagnons. Ma Claire s'est assise brutalement, comme si ses jambes ne la portaient plus. « Pierre, mais je ne l'ai pas fait, et tu sais pourquoi ?» Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. J'ai sorti la figurine de ma poche et je l'ai posée sur la table. À cause de ça, et à cause d'elle, j'ai déplié une feuille de papier froissé que j'avais trouvée ce matin dans la boîte aux lettres. Un dessin d'Amélie glissé là par ma mère probablement. Elle avait dû le faire chez elle hier soir. Sur le papier, il y avait une maison, un jardin avec des fleurs et deux personnages qui se tenaient par la main. Une petite fille aux cheveux châtains et un homme en uniforme qui souriait. En bas, écrit en lettres malhabiles mais appliquées, « Papa et moi quand tu iras mieux. Je t'attends. Je t'aime. Amélie. » Elle sait que je ne vais pas bien, mais elle m'attend quand même, j'ai murmuré. Elle a 8 ans, Claire. 8 ans. Et elle comprend des choses que moi j'arrive pas à accepter. Claire pleurait maintenant, mais c'était des larmes différentes, pas de désespoir, d'espoir mélangé à la peur. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux me battre, vraiment me battre cette fois. Pas juste prendre des cachets et faire semblant. Je veux retrouver cet homme qui sifflait en partant au travail, celui qu'Amélie dessine avec un grand sourire. Tu crois que c'est possible? Je ne sais pas, mais je dois essayer. Je le dois à Julien, à Ahmed, au capitaine Moreau. Je le dois à vous. Et peut-être que je me le dois aussi. Cet après-midi-là, j'ai appelé le docteur Le Breton. Sa secrétaire m'a dit qu'il pourrait me recevoir le lendemain en urgence. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai appelé ma mère. « Maman, c'est Pierre. Mon chéri, comment tu vas ?» Sa voix était pleine de cette inquiétude contenue qu'ont les mères quand elles sentent que leur enfant souffre mais ne savent pas comment l'aider. « Pas bien, maman, pas bien du tout. Mais je veux que ça change. » Il y a eu un silence, puis sa voix, plus douce encore, « Dis-moi ce que je peux faire. Est-ce qu'Amélie peut rester chez toi encore quelques jours? Le temps que j'essaie de me réparer. » « Bien sûr, mon chéri, bien sûr. »« Et maman? » ?»« Oui, je suis désolé. Pour tout. Pour vous avoir fait peur. Pour avoir gâché mon retour. Pour... » « Pierre, arrête. Tu n'as rien gâché. Tu es revenu de la guerre, c'est l'essentiel. Le reste, on peut le réparer. Ensemble. Ensemble. Ce mot m'a fait du bien. J'avais l'impression d'être seul depuis si longtemps. Le soir, quand Claire est rentrée du travail, j'avais préparé le dîner. Rien d'extraordinaire, des pâtes à la sauce tomate, mais c'était la première fois depuis mon retour que je cuisinais quelque chose. Elle a été surprise puis touchée. « Ça sent bon », a-t-elle dit en posant son sac. « C'est pas grand-chose. » Ainsi, c'est énorme. C'est un début. Nous avons mangé en silence d'abord, puis j'ai commencé à parler. Je lui ai raconté l'embuscade. Vraiment raconté, avec les détails que j'avais toujours gardés pour moi. La peur, le sang, les cris, l'odeur de la chair brûlée, le poids des corps qu'on évacuait. Elle a écouté sans m'interrompre, sans détourner le regard, même quand mes mots devenaient difficiles à entendre. Voilà pourquoi je peux plus dormir. Voilà pourquoi je sursaute quand Amélie claque une porte. Voilà pourquoi j'ai l'impression d'être mort à l'intérieur. Et maintenant? Maintenant, je vais chercher de l'aide. Vraiment. Pas juste chez le Breton. Je vais chercher d'autres vétérans. Des gens qui comprennent. Je vais arrêter de boire. Je vais réapprendre à vivre. Tu y crois? Je ne sais pas si j'y crois, mais j'ai envie d'essayer. Pour la première fois depuis des mois, j'ai envie d'essayer. Cette nuit-là, j'ai fait le même cauchemar que d'habitude. L'embuscade, l'explosion, les morts. Mais cette fois, quand je me suis réveillé en sursaut, j'ai pensé au dessin d'Amélie. À cette petite fille qui m'attendait, qui continuait à m'aimer malgré tout. J'ai pensé à Claire, qui se battait pour nous depuis des mois. J'ai pensé à ma mère, qui faisait semblant que tout allait bien pour ne pas m'inquiéter. Et j'ai pensé à Julien, Ahmed et le capitaine Moreau.
Pas comme des reproches vivants cette fois, mais comme des compagnons qui m'encourageaient à continuer. Ils étaient morts en faisant leur devoir. Mon devoir à moi, c'était de vivre, de vraiment vivre, pas juste survivre. J'ai sorti la figurine de ma table de nuit et je l'ai regardée dans la pénombre. Ce petit soldat de plastique qui avait survécu à l'explosion. Comme moi, abîmé, un peu fondu par endroits, mais encore debout. Merci Julien, j'ai murmuré. Merci de m'avoir montré le chemin. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec une association d'anciens combattants que le docteur Le Breton m'avait recommandé des mois plus tôt. Je n'avais jamais voulu y aller, par fierté mal placée et par peur d'étaler ma faiblesse devant d'autres soldats. Mais maintenant, j'avais compris. La vraie faiblesse, c'était de rester seul avec ses démons. La vraie force, c'était d'accepter l'aide, de reconnaître qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. En raccrochant le téléphone après avoir pris ce rendez-vous, j'ai senti quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis l'Afghanistan. De l'espoir, fragile, incertain, mais réel. J'allais me battre, pour Amélie qui m'attendait, pour Claire qui croyait encore en nous, pour ma mère qui ne perdait jamais espoir, et pour mes compagnons morts qui méritaient que leur sacrifice serve à quelque chose. La guerre était finie, mais ma vraie bataille ne faisait que commencer. Et cette fois, j'avais l'intention de la gagner. Aujourd'hui, 3 ans après cette nuit où j'ai failli tout abandonner, je me tiens devant une vingtaine d'hommes et de femmes dans une salle communale de Belleville. Ils ont tous ce regard que je connais si bien, celui de quelqu'un qui est revenu de l'enfer, mais qui a laissé une partie de son âme là-bas. Certains sortent tout juste de mission, d'autres traînent leurs blessures invisibles depuis des années. Tous sont venus chercher ce que moi j'ai mis tant de temps à accepter, de l'aide. Je m'appelle Pierre Dubois. J'ai 37 ans maintenant. Il y a 3 ans, j'étais exactement comme vous. Perdu, en colère, convaincu que personne ne pouvait comprendre ce que j'avais vécu. Ma voix porte dans le silence attentif. Ces visages tendus, ces poings serrés, ces regards fuyants, je les connais par cœur. C'était mon reflet il n'y a pas si longtemps. J'ai servi au 2e REP en Afghanistan. 18 mois là-bas, je suis revenu vivant quand mes meilleurs copains sont morts. Et pendant des mois, j'ai cru que c'était une injustice, que j'aurais dû mourir à leur place. Dans le public, un jeune homme aux cheveux blonds hoche la tête. Il a cette expression que j'avais, ce mélange de culpabilité et de rage contenue. À côté de lui, une femme dans la trentaine fixe ses mains. Elle a servi au Mali, m'a dit l'organisateur avant la réunion. Elle ne dort plus depuis 2 ans. Je ne me suis pas guéri. Je continue. Ce serait vous mentir que de prétendre ça. Les cauchemars viennent encore parfois. Il m'arrive encore de sursauter quand un klaxon retentit dans la rue. Il y a des jours où le poids de mes compagnons morts me semble insupportable. J'ai appris à être honnête. C'est la première chose qu'ils vous enseignent au centre de réinsertion de Clamart où j'ai passé 6 mois. Arrêtez de mentir, surtout à soi-même. Arrêtez de faire semblant que tout va bien quand tout s'effondre. Mais j'ai appris à vivre avec, et surtout, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Nos cicatrices ne sont pas de la honte. Elles sont la preuve qu'on s'est battu, qu'on a survécu, qu'on mérite de continuer. Le chemin n'a pas été simple. Après ce fameux soir où j'avais ouvert la boîte de mes souvenirs, il m'a fallu des mois pour vraiment remonter la pente. L'association Frères d'Armes m'a d'abord fait peur. Tous ces hommes qui racontaient leur traumatisme, qui pleuraient sans honte, qui s'entraidaient. Moi qui m'étais construit une carapace de soldat, j'avais du mal à accepter cette vulnérabilité partagée. Marc, l'homme que j'avais rencontré dans ce bar de République, était devenu mon parrain dans l'association. Contrairement à ce que j'avais cru ce soir-là, il s'en sortait. Lentement, difficilement, mais il s'en sortait. Il avait arrêté de boire, repris contact avec son fils, trouvé un travail dans une entreprise qui employait d'anciens militaires. Le truc, Pierre, m'avait-il dit un jour, c'est qu'on peut pas oublier, mais on peut transformer la douleur en quelque chose d'utile. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Chaque mercredi soir, je viens dans cette salle témoigner devant de nouveaux arrivants. Je leur raconte mon histoire. Je leur montre qu'on peut s'en sortir sans pour autant tout effacer. Ma fille, je reprends en regardant l'assemblée,
avait 8 ans quand je suis rentré d'Afghanistan. Elle me dessinait toujours en souriant sur ses dessins, même quand moi je n'arrivais plus à sourire du tout. Elle savait, avec cette intuition qu'ont les enfants, que son papa était blessé à l'intérieur. Mais elle continuait à m'aimer, à m'attendre. Amélie a 11 ans maintenant. Elle est plus grande, plus mature aussi, marquée par ces années difficiles, mais nous avons retrouvé notre complicité. Elle me raconte ses journées d'école, me montre ses dessins, où je souris à nouveau. Le dimanche, nous allons nous promener au Père-Lachaise, et je lui explique pourquoi il faut honorer les morts en vivant pleinement. Elle garde toujours dans sa chambre cette figurine de soldat que Julien avait trouvée en Afghanistan. Je la lui ai donnée en lui racontant l'histoire. « C'est notre ange gardien », lui ai-je dit. Il veille sur nous. Claire et moi avons traversé la tempête. Il y a eu des moments où j'ai cru qu'on n'y arriverait pas, où nos différences semblaient insurmontables. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas simplement passer à autre chose. Moi, je ne comprenais pas pourquoi elle ne voyait pas que j'étais mort à l'intérieur. La thérapie de couple nous a sauvés. Apprendre à parler de la guerre sans que Claire se sente exclue. Apprendre à Claire que mon silence n'était pas du rejet, mais de la protection. Reconstruire une intimité que le trauma avait abîmée. Ma femme, je continue devant l'Assemblée, a failli me quitter, et elle aurait eu raison. J'étais devenu invivable, dangereux même pour ma propre famille, mais elle a tenu bon. Pas par sacrifice, par amour intelligent. Elle a posé des limites. Soit je me soignais vraiment, soit elle partait avec notre fille. Cet ultimatum m'a sauvé la vie. Dans le public, je vois des couples qui se tiennent la main, des conjoints qui accompagnent leurs soldats blessés. Le trauma de guerre, ce n'est pas qu'individuel, c'est familial. Toute la famille revient de guerre d'une certaine façon. J'ai repris le travail il y a 2 ans, pas dans un garage cette fois. Les bruits métalliques me posent encore problème. Je travaille maintenant pour cette même association, Frères d'Armes, qui m'a aidé. Je coordonne l'accueil des nouveaux vétérans, je les accompagne dans leur démarche, je les écoute raconter leur histoire. C'est un travail qui a du sens. Chaque ancien combattant que j'aide à s'en sortir, c'est un peu Julien, Ahmed ou le capitaine Moreau qui revivent à travers moi. Leur mort n'aura pas été complètement vaine si elle sert à sauver d'autres vies. Je ne suis pas guéri, je répète en regardant chaque visage dans l'Assemblée. Je ne le serai probablement jamais complètement. Mais je vis, vraiment. Je ris avec ma fille, j'aime ma femme, je travaille pour une cause qui me dépasse. Et surtout, j'ai cessé de me sentir coupable d'être vivant quand mes compagnons sont morts. Un homme lève la main. Il a la quarantaine. Le regard dur d'un professionnel du combat. Comment on fait pour arrêter de les voir? Les morts, je veux dire. Il me parle la nuit. On n'arrête pas, je réponds. Mais on change la conversation. Au lieu de leur demander pardon d'être vivants, on leur promet de bien utiliser cette vie qu'ils n'ont plus. On transforme la culpabilité en responsabilité. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Mes compagnons morts ne me reprochent plus de vivre. Ils me demandent de vivre bien, de vivre utile, de vivre pour eux aussi. Et votre famille, comment ils ont accepté? Demande la femme qui était au Mali, en voyant que j'acceptais d'aller mieux. Les familles, elles veulent pas qu'on oublie notre passé militaire. Elles veulent juste qu'on arrête de le porter comme un fardeau et qu'on le porte comme une dignité. La séance se termine toujours par un moment de silence. Nous pensons tous à ceux qui ne sont pas revenus, à ceux qui sont revenus mais ont choisi de partir quand même, à ceux qui se battent encore pour retrouver le goût de vivre. Puis, nous nous saluons. Certains viennent me parler individuellement, me demandent des conseils, parfois juste un contact téléphonique pour les jours difficiles. Je donne toujours mon numéro. J'ai appris que la solitude tue plus sûrement que les balles. En rentrant chez moi ce soir, je trouve Amélie qui fait ses devoirs sur la table de la cuisine. Claire prépare le dîner en fredonnant. Une scène de normalité qui me semblait impossible il y a 3 ans. « Salut papa, comment ça s'est passé ta réunion ?»« Bien ma puce, j'ai aidé des gens qui avaient des besoins de parler. Comme toi avant, comme moi avant. » Elle sourit et retourne à ses mathématiques. Claire m'embrasse, me demande si j'ai mangé. Ces gestes simples, cette tendresse retrouvée, c'est ma vraie victoire sur la guerre.
Avant de me coucher, je sors la figurine de soldat de ma table de nuit. Elle est toujours là, petit gardien de plastique vert qui me rappelle d'où je viens et pourquoi je continue. Merci les gars, je murmure comme chaque soir. Grâce à vous, j'ai compris que survivre ne suffit pas. Il faut vivre. Et tant que ma voix pourra aider d'autres fantômes comme moi à retrouver le chemin de la lumière, vous ne serez pas morts pour rien. Je ne me suis pas guéri. Mais aujourd'hui, je parle. On m'écoute. On me comprend. Et tant que ma voix atteindra d'autres fantômes comme moi, peut-être que je serai enfin, vraiment, rentré à la maison. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Pierre et son voyage émotionnel vous a profondément touché. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez ici, en cliquant à votre gauche. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Nous apportons des histoires uniques tous les jours qui explorent la complexité de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous attendons vos commentaires.